Voilà. Et dans le cadre de nos missions, on est en charge de l'animation d'un label qui s'appelle 100% Pur Sport, qui est déployé depuis 2 ans au sein du département des Deux-Sèvres, en direction de tous les clubs sportifs affiliés. J'ai partagé mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. On voit très bien. Je vais vous faire juste un point sur le contexte de ce label et de sa construction. En fait, ça a été d'abord une demande au niveau de la préfecture des Deux-Sèvres qui a souhaité finalement rencontrer tous les représentants des fédérations sportives en lien avec la directive interministérielle de lutte contre les addictions et la feuille de route à mettre en place. Et dans un contexte de Jeux olympiques en France et puis de Coupe du monde de rugby en France, il trouvait opportun en tout cas de pouvoir travailler sur cette question de la présence des alcools sur les grosses manifestations sportives. Et du coup, l'idée, c'était de réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait mettre en place pour finalement dissocier la convivialité et la consommation d'alcool sur les événements sportifs. Donc, au terme de cette réunion de travail, ce qui a été décidé par les représentants des différentes fédérations sportives, c'est la création d'un label qui permettrait aux clubs de s'engager dans une démarche de consommation raisonnée ou en tout cas d'exemplarité, notamment envers les jeunes adhérents de leurs différents clubs. Donc, l'objectif, ça a été de promouvoir un environnement sain dans les clubs sportifs, de favoriser une culture sportive responsable et de dénormaliser la consommation excessive d'alcool dans les sports. Donc, tu peux bouger peut-être la caméra. Elle va bouger. Ouais, d'accord. Le son de ta voix. Donc, le principe du label, c'était vraiment de toucher tous les clubs affiliés à une fédération nationale. L'idée, c'était d'abord leur faire signer une charte avec des engagements qui sont pris par chaque association dans la pratique de l'alcool. Ensuite, de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation. Et aussi, à un autre niveau, comité départemental, c'est faire des formations sur les risques liés à l'alcool avec des possibles subventions dans le cadre de la MILDECA de ces associations et de leurs actions qui sont mises en place. Donc, dans la charte qu'on a faite avec Gaëlle, on a mis des engagements comme organiser un événement comprenant une action de prévention ou de promotion de la santé, avec pourquoi pas des diffusions de vidéos, des organisations d'ateliers, des mises en place de tarification, ou d'organiser un événement à consommation modérée, exemple avec 2 tickets pour avoir une boisson alcoolisée et pas plus par personne majeure, informer les encadrants, mettre en place une politique de responsabilité. Alors, c'est une tarification incitative, c'est-à-dire que on avait constaté que de plus en plus les clubs avaient l'alcool qui était au même tarif que les boissons sans alcool. Donc, avoir un tarif plus élevé pour l'alcool, pour rendre le soft plus incitatif, et à identifier des références sur les thématiques. Et avoir un affichage pérenne. C'est des obligations légales d'avoir l'interdiction de consommer de l'alcool pour les mineurs, de vendre de l'alcool à des mineurs, mais avoir des affiches locales que nous avons créées avec les inconvénients sur le corps du sportif que peut provoquer l'alcool et montrer la baisse des performances qui sont faites dans ces cas de figure-là. Au niveau suite au groupe de travail qui avait eu lieu donc il y a 2 ans, c'est vrai que la préfecture s'était tournée vers nos 2 associations, Promotion Santé et le comité départemental olympique et sportif,
pour créer et faire vivre ce label, en fait. Et pourquoi il s'est tourné vers nous? Pour finalement bénéficier de ce partenariat qui existait déjà entre nos deux structures, pour bénéficier aussi et mettre en avant les valeurs communes de prévention et de promotion de la santé, et puis pour surfer un peu sur la complémentarité de nos actions, puisque effectivement du côté d'Ugdos, on s'appuie sur toute la communication au niveau des clubs, une bonne connaissance et une gestion déjà en place de l'ensemble du tissu associatif sportif sur le département, sur les valeurs effectivement de prévention et de promotion de la santé également. Et puis du côté de promotion de la santé, promotion santé, elle souhaitait plus s'appuyer sur le côté accompagnement méthodologique des clubs en se basant sur des données probantes, des stratégies efficaces, et puis sur l'expertise du réseau Addiction 79 qui est géré par l'association Promotion Santé, et puis toute la connaissance au niveau du maillage territorial autre que sportif qui pouvait apporter une plus-value, en tout cas dans le déploiement du label. Donc, ce partenariat GDOS Promotion Santé, il a vraiment cet intérêt pour et la création du label, mais aussi pour le faire vivre et puis amener les clubs à réfléchir, à avoir cette réflexion autour de leur pratique et sur ce qu'ils peuvent mettre en place pour respecter les clauses de ce label. Voilà, donc le label, je vous ai dit, il est parti il y a 2 ans. Donc la première année, on a eu 11 clubs et comités départementaux qui se sont engagés. Alors, on a eu naturellement un maillage départemental du sud, du Niortais jusque sur le Thouarcé. Donc voilà, tout le territoire a été couvert. Et notre réussite aussi, c'est que toutes les disciplines, enfin les principales, sont parties dans ces 11 clubs. On a eu autant du rugby que du foot, que du taekwondo, que de l'équitation. Voilà. Donc on a vraiment touché un panel de clubs qui ont eu envie spontanément de s'engager sans avoir de recul, vu que c'était une première, avec nous. Donc on a eu un lancement qui a été un petit peu balbutiant, on va dire, mais les principales actions qui ont été mises en place, c'est des stands de prévention, les tarifications ont bien été suivies et quelques formations bénévoles qui ont été mises en place. Depuis, on a lancé 2 autres moments de labellisation, c'est-à-dire qu'on s'est dit, nous, au niveau du GDOS, qu'on allait d'abord essayer de cibler les comités départementaux pour qu'ils soient eux-mêmes relais d'information auprès des clubs. Donc, c'est comme ça que se sont labellisés le comité de rugby, le district de foot, le comité de taekwondo, le comité de tir à l'arc, le basket, le judo. Donc voilà, on a quand même des sports importants qui nous suivent dans le déploiement de ces actions-là. Et sur cette 2e année, on est vraiment passé dans l'opérationnel, c'est-à-dire que des vraies actions de prévention, plus que les simples stands ou autres, ont été mises en place. Une première journée a été organisée dans un club de rugby de Choré, où là, il y a eu un partenariat qui a été fait avec la police nationale. Et les gens de la police nationale sont venus faire des ateliers pour parler des risques de l'alcool, vraiment sur un côté prévention, auprès de jeunes rugbyman moins de 18 ans, mais pour essayer de repousser l'entrée en consommation de l'alcool. On s'est rendu compte que quelques-uns avaient déjà peut-être un peu touché, mais que voilà, les réflexions étaient importantes. Et peut-être qu'on aura réussi à leur faire comprendre que quand ils auront l'âge, ils pourront boire 1 ou 2 verres, mais on ne part pas dans les excès et que c'est vraiment important. Et ensuite, on a continué avec le rugby. Et là, on a un gros événement qui est prévu au mois de juin sur une journée avec le football. C'est une journée de débutants. Ils reçoivent jusqu'à 2500 personnes. Donc là, c'est des tout petits. Donc le but, ce sera de sensibiliser les parents avec un concours de cocktails sans alcool qui est lancé entre les clubs. Donc c'est 4 clubs qui viendront présenter un cocktail de leur création et qui vont ensuite, et c'est les participants qui vont choisir le club vainqueur.
Donc vraiment, on engage tous les participants dans cette démarche du sans alcool. Puis on va faire des petites choses au niveau de la buvette, avec des moments où il n'y aura pas d'happy hour, en quelque sorte, où l'alcool sera vraiment, pour une boisson soft achetée, il y en aura une deuxième offerte pour prendre l'alcool vraiment à ce moment-là, pas intéressant financièrement. Oui, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les clubs, chacune dans notre discipline, pour que l'engagement dans ce label soit le plus facile possible. La première des choses, ça a été effectivement déjà de valoriser ce qui était déjà mis en place au sein des clubs, auprès des encadrants par exemple, et puis de faire un peu un travail de diagnostic du fonctionnement des clubs ou des comités, pour voir quelles étaient leurs ressources, voir quels étaient les leviers d'action qui pouvaient être mis en place, à quel moment c'était le plus opportun. Tout ça pour finalement valoriser leur action, les rendre plus visibles auprès des adhérents, des parents des adhérents, engager davantage les encadrants aussi dans cette démarche, dans une démarche dans laquelle on s'est rendu compte qu'il y avait quand même déjà pas mal de choses de faites, et il s'agissait finalement juste de valoriser ces actions et puis de les rendre plus prégnantes et plus visibles. Donc, les conséquences et les bénéfices pour les clubs, ce qu'on met déjà en avant, c'est une amélioration de l'image. Et puis, pour eux, c'est de l'accès à des formations aussi facilitées, une sécurité qui est renforcée. Et puis, pour le public, effectivement, on a toute cette sensibilisation, puisqu'on est aussi sur des encadrants parfois bénévoles, mais aussi sur les familles. Et puis, avec le développement d'un environnement sportif plus sain, avec une plus grande sécurité aussi pour les parents qui déposent leurs enfants dans un club labellisé. Pour le territoire et au niveau plutôt de la préfecture et des autres structures, c'est une réduction des comportements à risque, avec une promotion aussi de la responsabilité sociale de chacun, notamment sur les risques les risques routiers, on en a parlé, mais aussi de conflits intrafamiliaux, d'agressivité et tout ce qui peut, en tout cas tous les risques autour d'une consommation d'alcool non raisonnée. Sur les outils du label, ce que vous voyez là, effectivement, on a plusieurs choses. Et là encore, pour faciliter, pour accompagner les clubs, il y a déjà eu la création en fait d'un Geniali. C'est une formation interactive autour de la réglementation, avec un volet sur la réglementation et l'encadrement des ventes d'alcool au niveau des associations. Un volet sur l'impact de la consommation d'alcool sur la performance sportive, l'incivilité et les violences intrafamiliales, et un dernier volet sur les conséquences d'une exposition précoce à la consommation des substances addictives. Donc là, vraiment pour sensibiliser, enfin en tout cas pour essayer de retarder l'entrée en consommation des plus jeunes. Au niveau du portrait, alors, au niveau de la préfecture, tous les documents en lien avec le label se retrouvent sur le, je ne sais pas si ça suit sur mon écran, sur le site de la préfecture. On voit bien, on voit bien. Vous voyez bien, avec par exemple les portraits de certains référents de comités ou de clubs sportifs qui ont pu témoigner de leur engagement et de pourquoi ils s'engageaient dans ce label. Et puis l'ensemble des documents à télécharger pour pouvoir, en tout cas, qui regroupent le règlement, les listes des critères du label, les conditions d'engagement et puis les liens pour s'inscrire et s'engager auprès du label. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre à disposition des clubs l'ensemble des ressources qui facilitent leur engagement et pour pouvoir un peu diffuser au niveau départemental ce label. Oui, puis il y a vraiment aussi un phénomène qui se met en place de bouche à oreille. Les premiers clubs qui sont rentrés deviennent un petit peu nos ambassadeurs en disant on a mis ça en place et
ça a tel impact. Ben voilà, on a fait cet événement. Moi, par exemple, je reprends l'exemple du club de Choré qui fait des événements avec des vraies limitations. Au début, il y a eu des gens qui ont été un petit peu réticents parce que bon, voilà, le rugby a quand même cette image de sport où l'alcool est très présent. Et en définitive, les freins se sont très vite levés. Les gens trouvent ça très bien qu'il y ait beaucoup moins d'alcool qui circule. Ça a été vraiment juste une petite période d'adaptation qui a permis de développer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière. Voilà, les choses se sont installées en 2 saisons avec des nouvelles pratiques. C'est un dispositif qui a été vraiment bien accueilli. Et toujours pour reprendre l'exemple du rugby, du coup, on a quand même eu la visite du président de la Fédération nationale de rugby, Florian Grill, qui, en échangeant avec ses différents présidents départementaux, on va dire, a eu connaissance de ce label et du coup est intéressé en tout cas pour déployer finalement ce dispositif plutôt lui au niveau national, au niveau de l'ensemble des clubs de rugby. Pourquoi ? Parce que en fait, il veut limiter les dérives qu'il y a. Oui, mais parce que ce label, il est plutôt sur une démarche qui facilite finalement l'entrée des clubs dans une démarche de consommation raisonnable. Et voilà, et c'est plutôt simple à mettre en place, c'est plutôt bien accueilli. Et puis, ce que je dis beaucoup aux clubs, c'est que c'est vraiment une consommation modérée qui est appelée. C'est pas du zéro alcool. On leur demande pas de passer d'un modèle économique où la buvette était quelque chose de très important à une absence totale de recettes. Et puis, il y a une convivialité qui va quand même un petit peu encore avec l'alcool dans le sport. Donc, c'est juste dire, on reste dans les critères de la loi, on reste dans des mesures qui n'abîment pas le corps. On est vraiment dans de la prévention et pas du tout dans une démarche répressive. On ne cherche pas à punir les gens qui vont dériver, on veut juste éviter qu'ils dérivent et peut-être agir aussi sur leur vie personnelle. Ensuite, quand les bonnes pratiques se mettent dans le cadre du sport, les gens peuvent ensuite, on peut l'espérer, dans l'avenir, se dire j'ai pas besoin de tant d'alcool pour pouvoir m'amuser. Donc voilà. Voilà, et si vous avez des questions ou des précisions, on peut vous écouter. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va voir. Donc en fait, Gaëtan, lui, il est regroupé dans une équipe qui s'appelle l'équipe mobile d'addictologie de proximité psychiatrique, coordonnée du coup par Emmanuel Augereau, qui est un médecin qui est là à mi-temps sur l'équipe, Maria Lamouré qui est la cadre de santé, donc Gaëtan qui est l'INMA, et on a Chantal Castin qui est l'infirmière, puis une secrétaire médicale, Martine Mourcade. Sur les missions en fait de Gaëtan, c'est plutôt de proposer du coup un soin individualisé et intégré pour les patients souffrant de pathologies duelles, donc une pathologie psychiatrique et une pathologie addictologique. Il propose des supervises d'un accompagnement addictologique aux patients repérés dans les unités d'établissement et il participe grandement à diffuser une culture addictologique sur l'établissement. Concrètement, là, on voit arriver la notion de référent addicto au sein des unités, donc des infirmiers avec des compétences un peu plus poussées, on va dire, en addicto au sein des unités. Pour préciser ça, la culture addictologique, ça fait une dizaine d'années, 12 ans que mes collègues, donc le Dr Augereau et Chantal Castin, proposent des sessions de formation annuelles avec un module maintenant qui est bien finalisé sur 6 journées, qui est proposé en intra aux agents de l'hôpital et qui peuvent leur faire acquérir un certain niveau de compétence en addictologie. Donc, on a à peu près, je crois, une centaine d'agents formés là, sur une dizaine d'années qui ont des compétences addictologiques qu'il ne reste plus qu'à mettre en action. Et qui se base sur justement l'approche RPIB, donc repérage précoce, intervention. Notamment, alors ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil pertinent. On verra un petit peu après le volume de l'activité, mais retenons qu'en moyenne, je vois les patients 2 à 3 fois, voilà, entre 1 et 16 fois sur l'année. Ce qui fait qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir des outils un peu pertinents, un peu ciblés pour évaluer s'il y a une difficulté addictologique dans un premier temps et proposer un type d'action approprié, soit motivationnel, soit de prévention de la rechute.
Du coup, dans les modalités d'intervention, donc Gaëtan, la fonction, elle est quand même proactive. Tu te déplaces au sein des services, justement, pour les rencontrer. Alors effectivement, je réponds, je suis pas autonome sur ma file active, hein, je ne réponds qu'aux demandes des équipes, des médecins, mais pas que, hein. Maintenant, il y a un peu d'autonomie dans les équipes pour qu'elles sollicitent l'intervention et des patients eux-mêmes, s'ils le souhaitent. Le poste commence à être bien repéré. C'est proactif parce que je me déplace dans toutes les unités qui le sollicitent, adultes et enfants, alors simplement les adolescents, hein, je ne vais pas sur la petite enfance. Et adultes sans limitation d'âge, hein, je peux aller même chez les personnes âgées, évidemment. L'autre chose aussi, c'est proactif parce que théoriquement, on a souhaité que ce poste se déroule sur des entretiens de concert avec un membre de l'équipe. Alors ça marche plus ou moins bien, hein. C'est dépendant de la disponibilité des équipes, c'est dépendant de leur motivation, c'est dépendant des fois de leur souhait aussi, de leur goût. Mais globalement, j'arrive à avoir des entretiens qu'on fait en binôme un petit peu et qui sont beaucoup plus pertinents puisque on sort des dynamiques de clivage, des dynamiques de sélectionner les informations et puis surtout pour le patient, il y a un référent après dans l'unité puisque moi je vois les gens pas tant de fois que ça et donc ça leur permet de poursuivre le travail et d'en faire une priorité au même titre que les problématiques qui les ont amenés à être utilisées en psychiatrie puisqu'en général c'est pas la difficulté addictologique qui est la justification du séjour hospitalier. En termes d'activité, donc Gaëtan, tu as commencé en juin 2021 sur l'établissement. Donc depuis Sur ce poste. Sur ce poste, oui. Sur ce poste. Donc depuis, il y a 787 patients quand même que tu as pu rencontrer. Dans la file active, grosso modo, c'est 64% d'hommes, 36% de femmes, avec un âge moyen de 39 ans. Avant, tu cotais le score EPIS, on a arrêté depuis. On l'a fait sur le début, on a vu que c'était à peu près constant, donc on s'attarde maintenant à d'autres évaluations. Le score EPI, c'est le score, vous le connaissez, mais c'est le score CPAM de précarité, on va dire, un peu global, pas simplement précarité financière, mais précarité un peu globale sur les différents problèmes d'existence un peu et de ressources. Et du coup, le score est péjoratif. Mais c'est plutôt pas étonnant au vu de la population qui est accueillie à l'hôpital. Voilà. Et après, comme tu disais, quand tu fais quand tu as une personne, tu vois en gros 2 fois et demi, C'est entre ça. 2 et 3 fois, ça dépend des situations. Ça. Bon, ça, c'est un effort qu'on fait de ne pas emboliser la file active. On essaye d'avoir, avec la création de ce poste, une réactivité. C'est-à-dire qu'on se donne 48-72 heures pour intervenir dans une unité. Quand un bond est fait, on a un système en plus informatique maintenant que les équipes sont bien appropriées. Elles sollicitent l'infirmier, on a une alerte mail immédiate, la secrétaire et moi-même, et on peut répondre très rapidement à cette demande. Et pour être réactif et un peu souple, il ne faut pas avoir des agendas trop embolisés. On avait essayé, en fait, le docteur Augereau a pas mal compilé justement sur les troubles comorbides en fait, qu'on peut retrouver par rapport à la pathologie addictologique. Quelles sont les pathologies psychiatriques que tu rencontres le plus fréquemment? Alors globalement, on ne se trompe pas de cible. La plupart des patients qu'on voit ont bien une comorbidité psychiatrique, ils ne sont pas à l'hôpital pour rien. Et majoritairement, c'est les troubles psychotiques qui prédominent, suivis de près par des troubles de l'humeur qui peuvent être unipolaires ou bipolaires. Et on a une grande prévalence de troubles de personnalité. Les TDAH sont sous-cotés. Classiquement en psychiatrie, c'est en voie de développement un petit peu. C'est probablement un diagnostic quand même qui est sous-évalué. On n'essaie de pas tomber dans le piège de le surévaluer non plus. Mais on sait que c'est une comorbidité importante, de même que les aspects psychotraumatiques qui ne sont pas diagnostiqués encore. Là, je me base moi un petit peu là, sur le diagnostic qui est fait par le praticien en charge de la prise en charge hospitalière. Quelque toi, tu as été sollicité aussi il n'y avait pas de diagnostic addicto. C'est arrivé, mais globalement, le poste n'est pas mal utilisé. J'ai rarement de demandes saugrenues. Si on regarde cette fois sur les diagnostics addicto, majoritairement, on va retrouver alcool et tabac. Et après, je dirais plutôt drogue multiple, tu sais. Et après, voilà, j'allais dire drogue multiple, mais c'est parce que c'est la combinaison, c'est ça? À partir de 2 produits, on exclut le tabac, sinon on le retrouverait quasiment tout le temps. Donc majoritairement, on a plutôt des polyconsommateurs. Et quand on a une consommation, une gratification problématique qui prédomine, ça reste l'alcool en tête, suivi de près par le cannabis et le tabac. Et la cocaïne qui commence à
gagné fortement du terrain en psychiatrie. C'est voilà, il n'y a pas un jour sans que je rencontre un nouveau consommateur de cocaïne basée. On appelait ça du crack avant. Et il faut continuer à appeler ça du crack. Mais c'est plus classe de dire que je fume de la cocaïne maintenant. Non, je consomme du crack. Le tabac, c'est important. Le tabac, c'est important. C'est un axe de travail, moi, que je priorise. D'autant plus qu'on est alerté depuis quelques années, on le sait depuis longtemps, mais il y a quand même une problématique particulière en psychiatrie. On a une prévalence très importante de fumeurs en psychiatrie, et pour cause, il y a un phénomène quand même que vous connaissez, pharmacocinétique et pharmacodynamique des goudrons du tabac sur l'action hépatique, qui vient ralentir un petit peu, qui vient inhiber l'action de certains de nos traitements privilégiés, notamment chez les patients qui souffrent de psychose. La clozapine en particulier, qui peut être impactée jusqu'à 40% de son efficacité par des consommations de tabac excessives. Donc il y a un axe de motivation là qu'on essaie de développer chez les patients et qui prend bien. Les patients comprennent en fait que s'ils sont substitués, ce n'est pas la nicotine qui pose problème, mais bien la combustion. S'ils arrivent à accéder à une substitution confortable, c'est-à-dire, et donc qui s'accompagne d'une réduction de leur consommation, voire d'un arrêt, eh bien leur traitement sera réduit aussi. C'est-à-dire qu'ils auront moins d'effets gênants aussi liés au traitement, qu'ils auront moins de contraintes à prendre un traitement et qu'ils seront aussi bien traités. Le poste sur l'établissement, en fait, l'unité a fait une enquête de satisfaction un petit peu auprès des professionnels, justement, pour voir comment le poste répondait aux besoins et aux demandes. Donc, tu es quand même reconnu, sur ceux qui ont répondu, en tout cas, il y en a 9 sur 10 qui reconnaissent la fonction et étaient reconnus, en tout cas, sur les unités pour intervenir. Davantage au niveau du service des urgences, mais parce que tu interviens tous les matins, c'est ça? Oui, c'est ça, tous les matins, alors à tour de rôle, mais j'occupe 3 matinées sur 5. On intervient sur le service d'accueil d'urgence de l'hôpital. On a un petit créneau qui nous est réservé sur le staff du matin, qui nous permet, à la demande des équipes, d'aller faire une première proposition. Alors là, c'est quand même un travail particulier de repérage dans des personnes qui traversent une crise aiguë. Donc là, on retourne vraiment sur la première axe de ce poste, qui était de soulager les tensions addictives, alors qu'on hospitalisait plutôt pour un motif psychiatrique. Effectivement, ne pas rajouter une tension liée à un mécanisme addictif invalidant, ça paraît souhaitable. Donc voilà, l'intervention, elle se cible vraiment là-dessus, faire passer le passage aux urgences plus confortable, et puis éventuellement faire une première proposition pour pouvoir se revoir après au décours de l'hospitalisation, ou s'il n'y a pas de poursuite d'hospitalisation, proposer des relais sur l'extra. Moins reconnu sur les services de pédopsie, mais parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu interviens surtout au niveau des adolescents et très peu au niveau de la petite enfance. Ça reste un axe de travail. La collaboration avec nos collègues de pédopsychiatrie, c'est un monde un petit peu à part dans l'établissement quand même. C'est pas péjoratif de dire ça. Et ils ont sans doute aussi, moi je pense, des modalités, des priorités, des temps, des choses à évaluer, des problématiques à évaluer qui doivent tenir compte de la problématique addictive, mais pas forcément en faisant appel à nos services. Du coup, quand même, la plupart sont quand même satisfaits des modalités de contact, des délais de réponse, puisque tu interviens quand même très rapidement, et puis des délais d'intervention et des propositions faites. C'est vrai que je ne l'ai pas fait paraître, mais chaque année, avec le docteur Augereau, vous cotez le nombre de propositions qui sont totalement suivies, partiellement suivies ou pas suivies du tout. Donc, quand même, de plus en plus, c'est majoritairement suivi, même s'il y a encore des freins. Oui, mais il y a une acculturation qui se fait, cette présence, ce poste un peu filé, un peu qu'on voit en permanence tous les jours. Je dis que je me balade, moi, sur l'établissement, mais c'est pas, je suis pas payé pour me balader, mais c'est visible. Et du coup, il y a quand même quelque chose dans le langage, y compris des collègues, qui est vu. Il y a le repérage précoce, il est fait par les équipes maintenant, c'est ça qui est souhaitable. Et du coup, oui, effectivement, tous les patients maintenant parlent de craving, se sont appropriés à peu près les signes à repérer éventuellement qui signeraient une difficulté majeure. Ils ont compris qu'un travailleur en addictologie, ce n'est pas quelqu'un qui est obsédé par le sevrage, loin de là. On a beaucoup de travail de réduction des risques auprès de notre population, et on n'est pas du tout des peines à jouir ou des partisans de l'abstinence à tout prix. Non. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est dédramatisé, moi je trouve, oui, de plus en plus. Voilà. Dans un hôpital qui n'échappe pas aux autres établissements aussi, est très gangréné par des consommations in situ. Ça base allègrement du crack dans nos murs en permanence. Et donc, effectivement, il y a un travail aussi
responsabilisation un petit peu là, des usages qui doivent être faits sur notre hôpital. Alors ça appartient pas à ce poste-là spécifiquement, mais on ne démissionne pas de cette fonction. Puis après, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux assister, t'invites, on va dire, un référent sur l'unité, à participer aux entretiens que tu mènes avec les patients. Ouais. Est-ce que c'est pas tout le temps pris, c'était la moitié à peu près, je crois, où les gens C'est assistent. ça, à peu près une fois sur 2, Ouais. ce qui est déjà bien, hein, c'est beaucoup plus qu'au début. Moi, quand ça fait bientôt 30 ans que je suis infirmier, quand je voyais arriver des experts un peu dans les services, je trouvais que ça fonctionnait pas très bien, quelle que soit la discipline. Et donc, l'idée, c'est effectivement de ne pas avoir cette fonction expertale. Enfin, nos postes sont interchangeables avec les collègues, hein. Moi, je suis infirmier en psychiatrie, j'ai travaillé à leur place. Ils pourront prendre mon poste à un moment si ce poste est pérennisé. Et du coup, il y a quelque chose comme ça, là, d'une dynamique un peu intégrée qui, je trouve, fonctionne pas mal.